Bonsoir. Alors, la question que je voudrais traiter brièvement, dans le temps qui m'est imparti, en essayant de ne pas dépasser, c'est une question qui m'a interpellé depuis le début de la guerre. Je suis un petit peu dans mes articles le positionnement des intellectuels juifs depuis 2 ans. Et finalement, j'ai constaté un double phénomène que je décrirais comme à la fois une espèce de radicalisation du discours des intellectuels juifs. Je précise que je parle des intellectuels juifs qui se distancient d'Israël. C'est cela qui m'intéresse. Et donc, il y a une espèce de radicalisation. Il y a aussi un effacement progressif des frontières qui autrefois étaient assez nettes entre la gauche sioniste et l'extrême gauche antisioniste ou non sioniste. Et donc, pour illustrer ce phénomène que je considère comme assez nouveau, je prendrai des exemples de figures juives et israéliennes qui parlent de l'intérieur. Je vais expliquer ce que ça veut dire tout de suite. Et notamment, je vais parler de Delphine Horviller, de David Grossman en Israël, un petit peu d'Alain Finkielkraut, et peut-être, si j'ai le temps, de mon ex-camarade sioniste Frédéric Ancel. Et ce faisant, je distinguerai ces intellectuels-là qui parlent de l'intérieur, je vais tout de suite expliciter ce concept, de ceux qui parlent de l'extérieur, et qui avaient fait l'objet de la revue Controverse que Shmuel Trigano a dirigée à l'époque, et on avait consacré un numéro en 2007 aux alters juifs. Et si vous voulez, pour faire la distinction de manière très succincte, les alters juifs, ce sont des juifs qui n'ont aucune loyauté, aucune fidélité ni au peuple juif, ni à Israël, ni à la communauté. En général, ils ne vont pas à la synagogue. Ils le disent d'ailleurs, ils s'en vantent. Et donc, les alters juifs, si vous voulez, sont des gens qui, de toute façon, leurs paroles n'engagent pas la communauté juive. Même si parfois, ils signent des pétitions dans le monde en tant que juifs. Mais c'est une espèce si vous voulez, il y a une espèce de tromperie sur la marchandise, parce que de toute façon, ils ne parlent jamais en tant que juifs. Et s'ils s'expriment en tant que juifs pour critiquer Israël, ça relève, je dirais, de la supercherie. On pourrait dire que l'alter juif, parce que le concept qu'avait inventé Muriel Darmon à l'époque, quand il était paru sur ce numéro de la revue Controverse en 2007, le concept d'alter juif, c'est un peu le fils de la Haggadah qui s'exclut du clan d'Israël. Donc les alters juifs, eux, ils ont toujours critiqué et condamné Israël bien avant le 7 octobre. Et si vous voulez, pour situer tout de suite la différence entre les alters juifs, dont je ne parlerai pas trop ce soir, et les juifs qui parlent de l'intérieur, je vais vous citer un post récent du cinéaste israélien Eyal Sivan, qui est le prototype de l'alter juif. Et après la fameuse interview de David Grossman dans La Repubblica, où il a parlé de génocide à Gaza, dont je vais reparler évidemment, Eyal Sivan a écrit sur les réseaux « Business as usual, à l'ombre du génocide à Gaza, M. Nicolas Veil, journaliste du Monde, commissaire aux affaires juives du journal Le Monde, discute poliment littérature avec M. David Grossman, mascotte tortueuse de la gauche sioniste. Ça doit être ça la vraie civilisation. » Fin de citation. Donc vous voyez qu'aux yeux de l'alter juif Eyal Sivan, David Grossman, même quand il parle d'un génocide à Gaza, ça reste un vilain sioniste. Vous voyez tout de suite la posture très différente, et d'ailleurs c'est très, très amusant même de voir comme ces gens se détestent, même quand ils disent la même chose finalement. Parce que quand David Grossman dit un génocide à Gaza, comme il l'a dit au mois d'août, le 1er août, il l'a dit dans le journal, le quotidien italien La Repubblica, finalement, on ne peut pas dire, il n'y a pas pire que ça. Il n'y a pas pire accusation, comme l'ont dit les intervenants qui m'ont précédé. Le génocide, c'est le crime le plus terrible dans l'échelle des crimes humains. Et donc, on ne peut pas faire pire qu'accuser Israël de génocide. Et donc, la question qui m'interroge, à laquelle je voudrais tenter de répondre, c'est finalement, pourquoi est-ce qu'il y a des juifs qui parlent de l'intérieur de la communauté juive, comme Delphine Horviller en France, ou de l'intérieur du peuple juif en Israël, qui sont des figures reconnues, qui ont une aura médiatique et publique, et ces figures publiques vont accuser Israël du pire des crimes, dans des termes finalement que ne renieraient pas le pire des alters juifs, pour reprendre la distinction, et finalement il y a quelque chose, à mon avis, de nouveau, que nous n'avions pas du tout appréhendé à l'époque où nous avions parlé des alters juifs dans ce numéro de controverse. Donc un phénomène, à mon avis, encore plus inquiétant, parce que qu'il y ait des juifs qui détestent Israël, ça a toujours existé, il y a toujours eu des renégats au sein du peuple juif ou à l'extérieur du peuple juif, mais qu'il y ait des juifs de l'intérieur qui viennent proférer les pires accusations contre Israël, à mon sens, c'est quelque chose de relativement nouveau. Et je voudrais donc tenter d'expliquer, de donner des pistes d'explication à ce phénomène nouveau. Donc finalement, pour résumer, comment est-ce que ces juifs de l'intérieur,
arrive soit à parler de génocide, c'est le cas de David Grossman, à soutenir que le problème d'Israël, ce n'est pas le Hamas, mais c'est Netanyahou, ça c'est ce qu'a dit Finkielkraut, ou à défendre, tout récemment, la reconnaissance d'un État palestinien par Emmanuel Macron. Ça, c'est commun à Horviller, Finkielkraut et aussi Frédéric Ancel. Alors, la première explication que je voudrais essayer de donner, c'est une explication sociologique. C'est finalement quelle est la posture de ces juifs et quelle est, je dirais, la position très inconfortable dans laquelle ils se trouvent depuis le 7 octobre. Parce que, contrairement aux alterjuifs, donc aux juifs anti-juifs qui parlent de l'extérieur, ces intellectuels qu'on pourrait qualifier d'organiques, peut-être pas au sens où l'avait défini je ne sais plus si c'était Gramsci, ou on pourrait les définir aussi comme des juifs institutionnels, ils ont malgré tout, et ils s'efforcent de conserver malgré tout, une forme de loyauté envers un collectif juif ou israélien. Et je dirais la tension dans laquelle ils se trouvent placés s'est encore accrue depuis le 7 octobre, parce qu'ils doivent se montrer solidaires d'Israël, ils sont solidaires d'Israël à un certain niveau, à leur niveau, et en même temps ils doivent préserver leur statut social, symbolique, médiatique, de membres soit d'une élite juive, d'une élite entre guillemets, évidemment d'une élite sociologique, d'une élite médiatique comme Delphine Horviller, ou d'un establishment culturel israélien comme David Grossman. Alors ce n'est pas une problématique nouvelle, c'est une problématique qui, à mon sens, devient de plus en plus aiguë pour ces juifs-là, pour ces Israéliens, depuis le 7 octobre. Et je commencerai par le cas de David Grossman. Je ne vais pas remonter, je ne vais pas faire tout son pédigré. On pourrait dire que l'histoire des interventions politiques de David Grossman, elle suit l'histoire des guerres d'Israël et à chaque fois il s'est toujours trompé, comme l'ensemble de la gauche israélienne. Mais moi je suis remonté seulement 10 ans en arrière. Je vais remonter à l'affaire Günter Grass. Peut-être vous vous en rappelez, en 2014, l'écrivain allemand Günter Grass dénonce, je ne sais plus d'ailleurs exactement dans quelles circonstances, je n'ai pas recherché, mais il dénonce le projet israélien d'attaquer les centrales nucléaires iraniennes, et ça fait tout de suite un grand scandale. Et ça fait scandale, pourquoi? Parce qu'en fait, quelques mois avant, ou quelques semaines avant, Günter Grass a publiquement dévoilé le fait qu'il était un ancien Waffen-SS. Donc évidemment, un écrivain allemand, ancien Waffen-SS, qui critique Israël en défendant la population civile de l'Iran, évidemment ça passe pas bien. Même pour des médias qui sont a priori pas favorables à Israël. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au même moment, David Grossman prend des positions tout à fait similaires à celles de Günter Grass, et en fait s'exprime dans des termes tout à fait similaires. Je vais les citer. Alors, évidemment, aujourd'hui, avec le recul, 10 ans plus tard, après la guerre contre l'Iran, on a du mal à imaginer qu'en 2014, presque tout le gratin militaire, politique, culturel d'Israël était contre le projet d'attaque qui était déjà l'obsession de Netanyahou à cette époque. Ils étaient contre. Voilà. Aujourd'hui, peut-être qu'ils ont fait mea culpa, je ne les ai pas entendus. Mais donc, rappelez-vous, Günter Grass, à l'époque, dit qu'Israël menace la paix mondiale et qu'il veut éradiquer le peuple iranien. Et donc, ça fait justement scandale. Et au même moment, David Grossman, lui, il dit que le Premier ministre, Netanyahou, recourt à une rhétorique apocalyptique et qu'il est prêt à sacrifier des civils iraniens innocents et à déclencher une catastrophe immédiate et annoncée pour éviter un risque hypothétique. Et alors, j'avais développé cette comparaison entre Günter Grass et David Grossman à l'époque. J'ai repris ça dans mon livre La trahison des clercs d'Israël. J'avais poussé encore plus loin cette comparaison parce que, curieusement d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu les deux écrivains, il y a un thème commun à deux livres très connus, le tambour de Günter Grass et le livre de la grammaire intérieure de David Grossman. Et dans les deux livres, on parle d'un enfant qui refuse de grandir. Dans le cas de Grass, c'est un enfant qui ne veut pas grandir dans l'Allemagne nazie. Et chez Grossman, c'est un enfant qui ne veut pas grandir dans l'Israël, qui est aussi un Israël militariste. Alors, je ne dis pas que Grossman ne compare pas Israël avec l'Allemagne nazie, non, ce n'est pas ça le propos. Mais il y a un emprunt littéraire, conscient ou pas. Et ce qui m'a interpellé à l'époque, ce qui m'avait interpellé, c'est que finalement, cet emprunt littéraire, il ne tirait pas tellement à conséquence. Mais en fait, le parallèle entre les deux écrivains, il ne s'arrêtait pas là. Parce que Grossman avait reçu le prix Albatros de la Fondation Günter Grass en 2008. Et c'était un prix d'ailleurs grassement doté, j'ai oublié le montant. Et il avait aussi reçu un autre prix allemand, le Buxtehuder Bulle, vous m'excusez la prononciation, mes souvenirs d'allemand sont très anciens.
Et par ailleurs, il est aussi chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Bon, il a reçu moult prix dans beaucoup de pays européens. Et c'est pas le seul d'ailleurs. La plupart des grands écrivains israéliens, surtout de gauche, ont reçu des prix en Europe, comme Amos Oz qui a reçu aussi le prix Goethe. Alors, on peut se demander finalement, est-ce que c'est simplement une reconnaissance de leur talent littéraire? C'est un peu la question que je m'étais posée à l'époque. Ou est-ce qu'au-delà même du talent littéraire, est-ce qu'on ne récompense pas autre chose? Et c'était mon hypothèse à l'époque, c'était que finalement, ces prix souvent prestigieux, et qui sont dotés de montants parfois considérables, créent finalement des liens de dépendance, on pourrait même dire d'allégeance, entre certains écrivains israéliens qui les reçoivent et les pays européens qui leur décernent, et qui sont par ailleurs connus pour leur hostilité à la politique israélienne. Et pour définir un petit peu plus précisément quel est le prix à payer pour des écrivains comme David Grossman, comme pour les autres écrivains pacifistes, aujourd'hui il est le dernier vivant du fameux triumvirat des 3 écrivains de la paix maintenant, c'est finalement de continuer à accuser le gouvernement et l'État d'Israël et à s'opposer à toute action militaire de Tsahal à Gaza ou en Iran, y compris contre des ennemis qui sont voués à notre destruction. Voilà, c'est l'analyse que je faisais en 2014, je n'ai rien à y modifier aujourd'hui, sinon que ce qui a peut-être changé, c'est que la pression exercée à la fois par le public et par les institutions en Europe sur ces écrivains israéliens et sur les artistes aussi israéliens, je vais en citer un autre, cette pression est devenue de plus en plus difficile à supporter, difficile à... en fait, ils se retrouvent dans une situation intenable parce que, et j'en donnerai un seul exemple, on leur enjoint de se désolidariser d'Israël, et quoi qu'ils fassent, ils n'en font jamais assez. Et je donnerai l'exemple du chorégraphe Ohad Maharin, dont j'apprécie beaucoup la chorégraphie et beaucoup moins les opinions politiques, et qui avait, à l'époque, il a été victime de boycott. Sa compagnie, qui est la compagnie israélienne de danse la plus connue au monde, a été boycottée, je ne sais plus dans quel pays d'Europe, et il avait dit publiquement je soutiendrais ce boycott si j'étais persuadé qu'il est pour le bien du peuple palestinien. Donc vous voyez que même quand quand le juif victime va aller dans le sens de ses agresseurs, mais finalement ça n'avait pas suffi. Et tout récemment encore, il y a un musicien israélien qui a été boycotté et on expliquait qu'il avait des positions pacifistes, qu'il était pour un État palestinien, mais malheureusement ça ne suffit pas. On vit dans une ambiance qui ressemble de plus en plus à celle des procès des blouses blanches en URSS. Alors le deuxième exemple, évidemment, c'est celui d'Elphine Horviller. Elle aussi, elle doit ménager à la fois son public juif, parfois sioniste, plus ou moins sioniste, et aussi son aura médiatique, et elle est prise donc dans cette tension un petit peu de plus en plus délicate, d'où ces exercices on pourrait dire de contorsionniste ou d'équilibriste, et c'est frappant quand on lit ces articles dans la revue Ténoa qu'elle dirige, du mouvement juif, je crois que c'est réformé ou c'est conservatif, je ne sais plus, réformé, et elle exprime toujours à la fois sa compassion pour les civils en Israël, pour les otages évidemment, et aussi pour les civils de Gaza. Et dès le début 2004, donc quelques mois seulement après le début de la guerre, elle s'est exprimée sur Academ. Je ne vais pas dire beaucoup, je ne vais pas parler d'Academ parce que c'est un sujet très très. Elle disait au micro de Ruben Honigman qu'il est abject et révoltant que l'armée israélienne tue tellement de Palestiniens à Gaza. Et le journaliste qui l'interviewait n'avait rien à redire à ses propos. On était quelques mois après le début de la guerre. Et en mai 2025, il y a la fameuse prise de position dont vous vous souvenez sûrement de Delphine Horviller qui dit que Tsahal affame les enfants de Gaza, où elle est en même temps une espèce d'offensive conjointe où on voit Delphine Horviller d'un côté, Anne Sinclair de l'autre, Johan Sfar, donc plusieurs personnalités comme ça très médiatisées en France qui disent à peu près la même chose, comme s'ils avaient coordonné leur message. Et alors, ce qui m'a frappé dans la posture de Delphine Horviller, c'est le fameux « en même temps » dont elle se réclame expressément, je cite, « Il faut constamment, en même temps, rappeler la légitimité absolue de la réponse militaire au 7 octobre et dénoncer la poursuite d'une guerre dont les buts sont devenus flous aujourd'hui, les propos déshumanisants de membres fanatisés d'un gouvernement et leurs projets d'occupation ou d'annexion, etc. etc. » Pour conclure sur cette première explication donc sociologique, je dirais que pour ces intellectuels juifs ou israéliens, il y a une espèce de corruption passive dans le fait qu'ils acceptent de payer le prix politique ou idéologique
qui est requis, qu'ils doivent payer s'ils veulent conserver leur statut social, symbolique, médiatique. Et j'en viens à la deuxième explication, qui est celle de le fameux concept de haine de soi juive, très souvent cité, pas toujours bien compris, qui avait été développé par Theodor Lessing en 1930 dans un livre publié à Berlin, et que Lessing lui-même connaissait d'autant mieux le sujet qu'il avait en fait lui-même été victime de la haine de soi. Il s'était converti 10 ans plus tôt au luthéranisme, avant de refaire son âme, selon la belle expression d'André Neher, qui lui avait consacré tout un chapitre dans son livre Jérusalem, vécu juif et message. Moi, personnellement, c'est grâce à Neher, qui était un germaniste distingué, que j'ai découvert Theodor Lessing. Et Neher rappelait à l'époque, en 84, donc juste après la première guerre du Liban, que le dramaturge israélien Yehoshua Sobol avait porté à la scène la figure tragique d'Otto Weininger, qui est un des exemples pris par Lessing pour analyser la haine de soi juive, et que le public israélien de l'époque, dans le début des années 80, avait trouvé des échos de ses propres inquiétudes dans la figure tragique de Weininger. Et bien sûr, aux yeux d'André Neher, c'était scandaleux que des jeunes Israéliens puissent s'identifier au prototype de la haine de soi juive dans l'Allemagne de Weimar. Alors, le concept de la haine de soi juive, a priori, on pourrait penser qu'il n'a pas grand-chose à voir avec les figures que j'analyse ce soir. Parce que quand vous voyez une intervention de Delphine Orwiller dans les médias français, on n'a pas l'impression qu'elle souffre de haine de soi. On a l'impression de quelqu'un qui s'aime beaucoup. Donc, même peut-être qu'il s'aime trop. La haine de soi, ça ne veut pas dire forcément se détester. Ça veut dire détester, il s'agit de la haine de soi juive, jüdische Selbsthass, c'est détester la part juive en soi, ou c'est détester quelque chose en soi qui pose problème. Donc, chez Delphine Orwiller, ça pourrait être détester, et c'est comme elle le dit d'ailleurs, c'est détester le fait que Tsahal tue trop de civils palestiniens. Donc ça lui pose problème, et ça lui cause, je dirais, une espèce de complexe psychologique qu'elle est obligée auquel elle tente de trouver une solution. La même chose quand David Grossman accuse son pays, son peuple, son armée de génocide à Gaza, c'est de la haine de soi. Hein. C'est pas, je dirais que quel que soit tout le bien qu'on peut penser de David Grossman en tant qu'écrivain, en tant que citoyen israélien, lorsqu'il accuse Israël de génocide, il verse dans la haine de soi. Delphine Orwiller, d'ailleurs, réagissant au texte à l'interview de Grossman dans la Repubblica, elle réussit le tour de force intellectuelle de ne pas dire finalement si elle est d'accord ou pas. Elle met une photo d'elle avec David Grossman, elle dit que c'est son guide, que c'est son maître, qu'elle l'adore, qu'elle a toujours adoré. Et voilà la citation. « L'avenir dira par la voix des juristes et du droit quel nom porte ce qui arrive aujourd'hui à Gaza. Mais l'urgence est ailleurs, faire que l'horreur s'arrête pour les uns et les autres, que les otages soient libérés, que les enfants soient nourris, que les innocents soient protégés, qu'une solution politique interrompe enfin le cycle de la violence. » On croirait lire un communiqué du Quai d'Orsay. À l'époque, j'avais interpellé publiquement Delphine Orwiller. À l'époque, là, je parle de l'époque du mois de mai, quand elle avait dénoncé le Tsahal qui affame les enfants de Gaza, et quand elle avait dénoncé aussi la faillite morale d'Israël. Et elle avait déclaré « C'est par amour d'Israël que je parle aujourd'hui, et par la douleur de le voir s'égarer dans une déroute politique et une faillite morale. » Alors, je sais que le temps est compté. Je voudrais m'arrêter juste un tout petit peu sur cette expression « par amour d'Israël ». C'est une expression qui revient très souvent dans la bouche de ces intellectuels juifs israéliens, et on pourrait dire que c'est un des traits caractéristiques de leur posture, qui les différencie d'ailleurs des alterjuifs que j'évoquais, parce que l'alterjuif, lui, il n'a pas d'amour d'Israël. Donc, chez lui, il n'y a pas de cette tension entre l'amour d'Israël et la détestation de Tsahal ou des crimes de Tsahal, entre guillemets, à Gaza. Je n'ai pas le temps de citer Jean-Christophe Attias, qui lui est un alterjuif, qui a fait un texte un texte plutôt incroyable, dans lequel il dit « Nous sommes Amalek », mais je n'ai pas le temps de le citer plus longuement. Je voudrais juste citer trois intellectuels renommés qui ont analysé le cas Orwiller. Georges Bensoussan a parlé d'une posture sociale et d'une imposture morale. Daniel Sibony a évoqué la blessure narcissique. Et Charles Roseman, lui, a parlé du rêve illusoire de pureté. Et ça va me permettre de faire la transition avec la dernière partie de mon exposé. Parce que je dirais que ce rêve de la pureté, qui va au-delà même de la pureté des armes, qui est le concept traditionnel de l'éthique de Tsahal, je dirais que c'est ce qui fait, finalement, c'est le fil conducteur de tous les intellectuels juifs pacifistes depuis les origines, c'est-à-dire depuis les années 20, depuis le Brit Shalom, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Shalom Arshad, jusqu'à J-Call, jusqu'à tout ce que vous connaissez. Alors, finalement, la troisième explication que je voudrais donner, c'est sur le plan moral et sur le plan historique. Sur le plan moral,
donc ces juifs de conscience qui invoquent toujours leur conscience déchirée, leur cœur brisé, comme Horviller, comme Grossman, comme d'autres, ils ont toujours un argument moral, mais cet argument, comme l'a dit Georges Bensoussan, c'est une imposture. Pourquoi ? Et là, je vais citer un texte très intéressant que le Rav Cherki avait cité dans sa réponse à Finkielkraut, dans sa très bonne réponse à Finkielkraut après l'entretien sur Mosaïque que j'avais eu avec Anna Finkielkraut. C'est un passage d'un livre d'entretien entre Emmanuel Lévinas et François Poirier. Et Lévinas explique ce qui le rapproche et ce qui le sépare de Martin Buber. Martin Buber, si vous voulez, c'est la figure tutélaire du pacifisme juif depuis le début du XXe siècle. Et Martin Buber donc, raconte dans un livre, je n'ai pas identifié lequel, une rencontre avec un vieux juif pieux qui l'interroge sur le fameux passage du livre de Shmuel où le prophète ordonne au roi Saül d'effacer la mémoire d'Amalek, donc un sujet évidemment très actuel. Et je cite donc le passage de la Bible, Samuel dit « Quoi, si tu es petit à tes propres yeux, n'es-tu pas le chef des tribus d'Israël ? Le Seigneur t'a chargé d'une expédition. Il a dit, va détruire ce peuple coupable, cet Amalek, et fais-lui une guerre d'extermination. » C'est la traduction du grand rabbinat français. Alors évidemment, ces mots, une guerre d'extermination, résonnent de manière très étrange peut-être pour la conscience moderne occidentale, y compris la conscience juive. Qui pourrait aujourd'hui parler d'une guerre d'extermination sans trembler, sans avoir la main qui tremble? Mais le texte biblique, lui, il est clair, il n'est pas équivoque. Venir ramtambo ad kalotam, atralotam otam. Ces mots, quelle que soit la traduction qu'on leur donne, j'imagine que dans les traductions du judaïsme réformé, on trouve une espèce de périphrase plus élégante, mais le sens n'a jamais été aussi clair et aussi évident que depuis le 7 octobre. Et j'en reviens au texte de Lévinas, qui commente Buber. Lorsque le vieux juif interroge Martin Buber sur la cruauté apparente du prophète Shmuel, Buber lui répond « Le prophète n'a pas compris ce que Dieu lui commandait. » Buber, commente Lévinas, pensait sans doute que sa conscience le renseignait mieux que le livre saint sur la volonté de Dieu. Et la conclusion de Lévinas, sans attention extrême portée au livre des livres, on ne peut écouter la conscience. Buber, là, n'a pas pensé à Auschwitz. Alors, c'est évidemment des mots qui sont fascinants, parce qu'ils sont très actuels, et parce que je dirais que Lévinas a mis le doigt de manière très très succincte sur toute la problématique de ces juifs, ces intellectuels juifs qui font toujours appel à leur conscience, et qui finalement oublient le texte de la Bible, et oublient la signification de la Bible, ou ni même le sens obvié de la Bible, comme le fait régulièrement Delphine Horviller. Alors, pour conclure mon exposé sans déborder, voilà. Juste quelques mots. À mon sens, ce qu'on vit depuis le 7 octobre, c'est la fin d'une parenthèse, c'est la fin de la parenthèse post-sioniste dans l'histoire d'Israël. Et je dirais que pour expliquer l'attitude de ces juifs de l'intérieur qui vont accuser Israël de génocide, je dirais que leur malaise fondamental, c'est que finalement, toutes les illusions dont s'est nourrie la société israélienne et la société juive par extension depuis 30 ans, depuis l'époque d'Oslo, le judaïsme progressiste, la solution à 2 États, la paix, etc., et la prospérité, toutes ces illusions ont volé en éclats au lendemain du 7 octobre. Il y a un mur de mensonges qui s'est écroulé, et dans ce mur de mensonges, il y avait aussi les mensonges de la gauche juive et israélienne. Et je n'ai pas le temps de citer David Grossman qui avait décrit ce qui c'était l'éthos post-sioniste dont il était un des représentants les plus éminents. Mais je voudrais dire, pour conclure, que la faillite morale que prétendent dénoncer Delphine Horviller et consorts, finalement, c'est la faillite de leurs propres idées, c'est la faillite du judaïsme progressiste, qui est un oxymore, c'est la faillite du judaïsme humaniste, c'est la faillite des idées de la gauche israélienne, qui nous ont coûté très cher depuis très longtemps. Et bien sûr, je n'ai pas eu le temps d'évoquer la responsabilité aussi du camp Tout sauf Bibi en Israël dans cette radicalisation du discours. Évidemment, quand Alain Finkielkraut dit le problème d'Israël, ce n'est pas le Hamas, c'est Netanyahou, il ne fait que répéter, comme un perroquet, le slogan du camp kaplaniste en Israël. Pour conclure sur une note optimiste, je dirais que finalement tous ces intellectuels, quel que soit leur aura médiatique, quel que soit leur prestige, eh bien, je dirais que leurs paroles et peut-être même leurs livres seront oubliés dans 1 ou peut-être 2 générations. Leurs noms même seront oubliés. Et ce qui est important pour nous, aujourd'hui et demain, c'est qu'est-ce que fait le peuple d'Israël. Et en ce qui me concerne, je dirais qu'Israël, après la surprise tragique du 7 octobre, est en train d'écrire une page glorieuse de son histoire, de notre histoire. Merci de votre attention.